de Donald Trump, c'est la chanson qui accompagne tout le début des meetings de Donald Trump qui font, vous savez, en tout cas des centaines de milliers de gens, de personnes, d'Américains, etc. Alors, comme vous le savez, 5 novembre, on va faire beaucoup de choses à Sud Radio, on en fait déjà, et on va avoir, je vous dis, soyez là le 6 novembre, parce qu'on va avoir en direct dans Berkov, dans tous les États, une émission très exceptionnelle le 6 novembre prochain. Mais en attendant, alors ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que les Américains se déchirent, c'est normal, que les démocrates traitent les républicains de fascistes, que les républicains traitent Kamala Harris de nuls et de débiles. Bon, ça on comprend. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que dans un certain nombre de médias et de fenestrons, nous entendons des experts, des philosophes, ils sont experts, ils sont philosophes, en tout cas ils se présentent comme tels. Et alors il y a quand même vis-à-vis de Trump ce qu'on appelle le Trump dérangement syndrome. C'est quoi le Trump dérangement syndrome? C'est que Trump suscite soit l'adhésion la plus totale, soit la haine la plus incroyable. Et en France, je ne sache pas qu'on va y voter aux élections américaines, encore que il paraît qu'il faut plus de carte d'identité pour voter en Amérique, donc vous pouvez essayer, mais la tendance ce n'est pas ça. Eh bien, en France, voici ce qu'on peut entendre, écoutez, par exemple, hier, sur France 5, évidemment, télévision de service public. Un certain Philippe Bourg, il paraît qu'il est philosophe, je ne connais pas, mais voilà ce qu'il dit. Écoutez. Vous le comparez à Hitler, quand même. Alors sans aucun problème. Ce que j'entends par là, c'est cette façon de susciter la haine, de susciter la volonté de détruire, de se détruire jusqu'à soi-même. Parce que les gens, ils vont aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Magnifique, magnifique. Oui, mais sans aucun doute, Trump, c'est Hitler. Il n'y a même pas le doute philosophal. Non, Trump, c'est Hitler. Évidemment, comme chacun sait, il a CSA, il a CSS, on le voit aux États-Unis. Il y a d'ailleurs déjà des camps de concentration qui se préparent. Il y a des milices, il y a tout cela. C'est formidable, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'ombre du commencement d'un recul, d'essayer de comprendre. On peut être dit que Trump est populiste, qu'il est excessif, il est tout ça. Non, c'est Hitler, c'est magnifique. C'est-à-dire que, comme on ne veut pas réfléchir soi-même, c'est intéressant pour un philosophe, allez, on dit ça. Et il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Il y a Olivier Manoni, qui est directeur de l'école de traduction littéraire, qui était dans C'est politique, toujours sur la 5, c'est intéressant, toujours sur France 5, télévision du service public, payée par le contribuable, je vous rappelle, c'est-à-dire par nous, par vous. Eh bien, Olivier Manoni, qui a d'ailleurs traduit la nouvelle, le Mein Kampf littéraire, le Mon combat, a contribué en tout cas à cela. Eh bien, lui aussi, voici ce qu'il dit quand on lui demande s'il peut y avoir un rapprochement entre Adolphe et Donald. Écoutez. Mais est-ce que et je me tourne vers Olivier Manoni, est-ce que Elon Musk n'ajoute pas une dimension supplémentaire, qui n'est pas propre d'ailleurs au fascisme, mais au totalitarisme, qui est l'homme nouveau? Un homme qui serait éternel. Ça se rattache à ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est l'idée de nihilisme. Le nazisme aussi, au début, c'était un nihilisme. Les précurseurs du nazisme, de la révolution conservatrice, vous avez des textes de Jünger, vous avez des textes de Nietzsche, de gens comme ça, qui font l'apologie de la destruction, de la violence, de la fin du monde. C'est ça qui va amener le nazisme. L'ordre de fasciste, ça naît du chaos. Et pour y arriver, oui, le chaos, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc il y a du des chaos naîtra un nouvel ordre. De ce point de vue-là. Vous avez raison, Marc. Le terme que j'ai cité tout à l'heure n'a pas été inventé par Trump. Mais quand vous faites la liste de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, je peux vous donner un autre exemple tout bête. Oui. C'était dans la campagne précédente. Ses arrivées en avion, avec atterrissage devant la foule. Bon, ça c'est quelque chose que Hitler a utilisé en 1932. Le thème, c'était le Führer survole les villes allemandes. Il arrivait avec c'était un petit avion, c'était pas Air Force One, ni l'avion de Trump, mais il arrivait directement dans les stades avec son avion et il tenait ses meetings. Quand on utilise une symbolique, un vocabulaire, une gestuelle et une volonté de force et de violence très claire à ce point-là, on ne peut pas faire abstraction de cette histoire-là. Alors là, vraiment, c'est le pompon, c'est très intéressant. Voilà, d'ailleurs, nihilisme, fascisme, chaos, on lance ça.
on ne s'intéresse absolument pas au contenu de ce qui se passe aux États-Unis, au contenu de Trump. Non, Trump est entouré, comme on le sait, de grands nazis comme Elon Musk, comme Robert Kennedy Jr., comme Tulsi Gabbard, comme Tucker Carlson et tout ça, tous des nazis notoires. Et ça va jusqu'au point où, regardez, c'est très intéressant comment, à un moment donné, ça bascule chez les universitaires, chez certains universitaires. C'est qu'il dit, ah, regardez, il utilise son avion pour atterrir presque près de la foule. Qui faisait ça? Hitler. Mais il y a eu, parce qu'on regarde, nous aussi, l'histoire des États-Unis, et l'histoire la plus récente, mais quand ils faisaient leur campagne, Barack Obama et Clinton utilisaient aussi leurs avions, utilisaient aussi des jets pour arriver près de la foule. Ah non, ça c'est Hitler. C'est-à-dire qu'on arrive au point où des gens soi-disant cultivés, soi-disant compétents, soi-disant élaborés, soi-disant avancés, eh bien ils disent, voilà, écoutez, c'est incroyable. Vous savez que Hitler était vegan. Donc, tout vegan est Hitler. C'est-à-dire, on arrive à ce syllogisme complètement grotesque qui consiste à chosifier, à ne pas voir le contenu des choses, à ne pas voir la réalité américaine, mais du haut de son petit siège sur le petit plateau du petit service public, on y va avec les réductions ad Hitlerum. C'est tellement facile, c'est tellement aisé, et ça peut rapporter gros. En tout cas, ça rapporte pour les gens qui y croient et qui parlent vraiment de ces rapprochements tellement imbéciles pour qui se donne la peine d'enquêter. Mais ces gens n'ont pas le temps d'enquêter, ils sont du matin au soir sur les plateaux de télévision, et c'est le cas d'ailleurs pour une autre accusation de Trump. Quand il n'est pas nazi, qu'est-ce qu'il est? C'est un pion des Russes. Et évidemment, c'est un chouchou des Russes. Et qui dit ça? L'extraordinaire général de plateau Yakovlev, qui sévit sur LCI du matin au soir et du soir au matin, qui a depuis 2 ans a raconté que Poutine n'existait plus, qu'il était malade, qu'il était mort, que Prigojine allait gagner, Wagner, ça y est, envahissait le Kremlin, que tout ça c'était fini, que les Russes étaient morts, que Bakhmout allait voir la terminaison la terminaison totale et l'agonie de l'armée russe, etc., etc. Avec toutes ces prédictions qui sont avérées d'une vérité remarquable. Et ben voici ce que dit le général Yakovlev. C'est intéressant, écoutez. Moi, je dis que Trump est un agent de Poutine. C'est aussi simple que ça. C'est un agent, il est sous contrôle. Depuis 4 ans, ce qu'il fait est téléguidé. Voilà. Voilà, alors là c'est d'une simplicité totale, voilà. Trump, d'un côté c'est Hitler, de l'autre côté c'est l'agent de Poutine, voilà, tout est expliqué. Voilà comment on transmet la pédagogie dans certaines chaînes. C'est magnifique, c'est clair, c'est simple, on n'a plus besoin de voilà. Et quand on arrive à ce stade, c'est vraiment intéressant, parce qu'au fond, on n'a plus besoin même de réfléchir. On donne des slogans, on donne des étiquettes, on distribue cela et après, débrouillez-vous. Voilà, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Et évidemment, il n'y a pas que Trump. Elon Musk. Alors Elon Musk, c'est très embêtant. Parce que Elon Musk, rappelons-nous, c'est PayPal, c'est Tesla, c'est SpaceX, le premier qui a lancé, effectivement, que la NASA a pris, entreprise privée, pour lancer toutes les fusées qu'il a lancées. C'est un homme qui s'est fait, il a 53 ans, il pèse 250 à 300 milliards de dollars. Il s'est fait lui-même, il a fait ses entreprises lui-même, et puis, horreur des horreurs, il a racheté Twitter, il a racheté X à 44 milliards de dollars pour l'ouvrir, pour faire vraiment une vraie liberté d'expression qui avant était assez relative. Eh bien, évidemment, Elon Musk, c'est un drogué. Écoutez. Au mois de septembre, une biographie d'Elon Musk est sortie en librairie et le multimilliardaire était alors présenté par le biographe comme, je cite, un grand enfant. Et avec le recul, cette expression n'était peut-être pas la meilleure pour définir Elon Musk, car selon le très sérieux Wall Street Journal américain, Elon Musk est un consommateur de drogues dures comme le LSD, l'ecstasy, la cocaïne, les champignons ou encore la kétamine, donc la kétamine, la célèbre drogue qui a emporté Matthew Perry très récemment. Voilà, alors c'était en janvier 2024 sur Arte, sur la chaîne Arte, une chronique sur la biographie d'Elon Musk. Donc vous voyez, ce qui est intéressant là, alors que nous combattons
effectivement l'absorption de drogue, alors qu'on dit que les consommateurs sont aussi responsables, alors qu'on voit les dangers de la drogue. Eh bien, cette charmante chroniqueuse de Arte dit, mais écoutez, regardez ce qu'on fait quand on prend, soi-disant, de la kétamine, de la cocaïne, de je ne sais pas, de toutes les drogues possibles et imaginables. Voilà Elon Musk. Et regardez ce qu'est la réussite extraordinaire d'Elon Musk. Ce qu'elle ne voit pas, cette brave demoiselle, ou damoiselle, c'est que justement, en disant ça, voilà, dis donc, ça marche pour les drogués. Ça marche quand on prend des produits. Apparemment, ça nous fait de 200 milliards de dollars. Non mais attendez, il faut savoir un tout petit peu, franchement, raison gardée, et un tout petit peu de calme. Surtout là, on s'agite en France comme si c'était notre élection présidentielle. Est-ce qu'on peut demander aux rachitiques du bulbe d'essayer un tout petit peu de s'asseoir?